Merci à tous pour partager cette heure avec l'AIVP. Nous sommes à 10 semaines de notre prochaine conférence mondiale de Lisbonne. C'est un vrai plaisir de vous présenter aujourd'hui les principaux points de cette conférence. Avant de commencer, laissez-moi vous rappeler que vous disposez d'une interprétation simultanée en français, en espagnol et en anglais, bien sûr. Au cours de ce webinaire, vous pouvez choisir votre langue et il y a un petit icône en bas de l'écran et choisissez votre langue. Pour le reste du webinaire, je vais m'adresser à vous en français. Merci pour votre compréhension. Rebonjour à toutes et tous. On va démarrer. Je voudrais rappeler au début le titre de cette conférence que nous avons appelée À quai ouvert, Open Piers. À quai ouvert, c'était une volonté de notre part de traduire qu'aujourd'hui, dans nos villes portuaires, l'accessibilité aux quais et plus légèrement l'accessibilité aux ports est une condition sine qua non de leur bon développement au sein de leur territoire. Les ports, vous le savez, sont un lieu où convergent les flux commerciaux, bien sûr, les flux logistiques, mais aussi les flux d'idées et de plus en plus aussi des flux humains. Les ports sont donc plus que jamais une porte d'entrée, une porte de sortie vers le monde, et dont les citoyens se saisissent toujours de plus en plus, qu'ils y soient invités par les autorités publiques ou non. Plus que jamais, donc, il s'agit pour la ville portuaire de se faire avec les citoyens, et je dirais même plus, de se faire pour eux. Cela, vous le savez bien, dans un contexte mondial et international qui est très incertain sur le plan géopolitique, qui est incertain, I bien sûr, cannot. sur le plan climatique et ses conséquences, que ce soit en termes d'habitabilité des littoraux, des migrations de population, des menaces sur le caractère opérationnel des infrastructures portuaires, etc., etc. À Lisbonne, nous aurons un double but. Le premier sera bien sûr de poursuivre nos échanges de bonnes pratiques, tels que le fait habituellement la IVP, pour progresser ensemble et relever ces défis. Et le deuxième objectif de cette conférence mondiale sera de montrer à la communauté du monde la mobilisation des villes portuaires, leur capacité d'innovation, afin d'engager un dialogue avec les Nations Unies pour faire reconnaître leur rôle stratégique et qu'elles font pleinement partie des solutions pour engager les transitions écologiques et énergétiques. Pour aborder ces différents sujets, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Mario Girard, président du Port de Québec et vice-président de l'AIVP, Isabelle Moura-Ramos, membre du conseil d'administration du Port de Lisbonne qui nous accueillera au Portugal, et mon collègue José Sanchez, qui est dans cette affaire en charge notamment, et c'est un gros travail, de toute l'élaboration du programme de la conférence. Je voudrais maintenant débuter en donnant la parole à Mario Girard et en rappelant un fait incontestable aujourd'hui, c'est que le port de Québec a été récemment récompensé parmi toutes les entreprises du Québec pour la qualité de sa relation avec la communauté. Le port de Québec a décidé, déjà depuis plusieurs années, mais l'affiche aujourd'hui ouvertement, de placer le citoyen au cœur de sa stratégie de développement. Il est très intéressant de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui a amené ce changement de paradigme dans la gestion d'une autorité portuaire. Quelles leçons on peut tirer de cela, de l'expérience des autres ports canadiens, mais aussi ailleurs dans le monde? Et comment on peut relever ensemble, au port de Québec et dans les autres villes portuaires du monde, le défi de la transition écologique et du changement climatique avec toutes ses conséquences? Mario, c'est un extrême plaisir que je te passe la parole pour nous illustrer ces différents propos à partir de l'exemple du Canada, mais aussi bien d'autres. Merci Bruno. Merci Bruno. Bonjour tout le monde. Hi everyone. J'ai trois casquettes aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vice-président de l'AIVP, PDG du port nord-américain et PDG du port de Québec. Donc, je vais commencer avec ma casquette AIVP. Pour l'année passée, nous avons parlé je suis membre de l'AIVP depuis plus de 10 ans, mais nous avons parlé souvent des
du développement des fonds de mer, le contact et l'interface avec les communautés, ce qui pour moi, dans le cadre de la mission de l'AIVP, me semble tout à fait normal. Mais à première vue, lorsque l'on parle de l'équipe que nous avons ici, des thèmes, la décarbonisation, la transition énergétique, etc., le changement climatique, ceci me semble un peu distant de la mission initiale de l'AIVP. Mais au contraire, en fait, l'AIVP et son réseau peut nous offrir une meilleure compréhension de ce que cela implique. Développer de nouvelles formes de coopération avec des partenaires locaux régionaux parce qu'à la fin en finalité, toutes les actions que nous prenons et que nous devrons prendre, bien sûr, doivent nous aider à relever les challenges, les défis du changement climatique devront se faire localement. C'est pour cela que la IVP est si importante dans ceci. Je vais vous donner un exemple ce qu'on appelle le bunkering et le stockage des nouveaux carburants au Québec. Heu, d'un côté, c'est un projet nécessaire pour la transition énergétique, mais d'autre côté, il y a un défi avec l'acceptation sociale. Donc, c'est une situation difficile. C'est pour cela que notre président Édouard Philippe veut que la conférence de Lisbonne, soit conclue avec une déclaration de dans vue de la troisième conférence des Nations unies sur les océans du monde qui se tiendra en 2025 à Nice et ceci est en conformité avec notre agenda 2000, bien sûr, un autre agenda qui parle des 2030 et avec les objectifs du développement durable. Maintenant, si je prends ma casquette canadienne, on m'a demandé de vous dire ce qui se passe ici chez nous. Comme dans beaucoup de pays, nous voyons beaucoup d'initiatives concernant le lien avec le changement climatique, la décarbonation et des niveaux de gouvernance. Le gouvernement ici, fédéral, veut réduire, bien sûr, les émissions de gaz à effet de serre de 25% d'ici 2030 pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Ils ont lancé ce qu'on appelle le Nancy Road Challenge pour le monde des affaires. Nous avons été très fiers de ça. Les ports de Québec, Montréal et Trois-Rivières font partie de l'AIVP qui ont été les premiers ports à annoncer leur participation commune au défi du zéro carbone, du défi zéro carbone, donc pour une neutralité carbone. Pour synthétiser, en d'autres termes, beaucoup d'initiatives, mais le système aura besoin de beaucoup plus d'argent au niveau fédéral pour arriver à ces objectifs. Si je compare le Canada à ce qui se fait dans certains pays européens, je peux voir que nous sommes pas mal en arrière. Au niveau de la province de Québec, le gouvernement, il y a 4 ans, a lancé une stratégie maritime innovante bien reçue, un action de plan l'année prochaine, en 2025, démarra. Le gouvernement organise des consultations pour le prochain plan, mais bien sûr, on va traiter la question de la transition énergétique avec notamment l'électricité verte. Je vous rappelais que 94% de l'électricité du Québec vient de l'hydroélectricité, hein, le Québec est en très bonne position pour devenir un leader de la décarbonation, dans le secteur, portuaire et maritime qui doit pouvoir tirer avantage de ceci pour avoir les options d'alimentation électrique à quai et bien sûr et d'être un remarquable. Mais comme vous savez, la décarbonation vient avec les besoins énormes d'électricité verte et ici au Québec, nous avons également nos propres questions à relever. Nos propres problèmes, bien sûr, ça pourrait devenir bientôt une question de rareté. Au niveau de la ville, il y a également beaucoup d'initiatives. La région va devenir une biosphère de l'UNESCO dit prochainement et nous serons la première ville en Amérique du Nord à recevoir une telle de désignation et le port est l'un des contributeurs à cette brillante initiative. Tout cela pour vous dire qu'ici et dans d'autres endroits du monde, il s'agit là d'excellentes initiatives, mais de mon point de vue personnel, cela ne suffit pas, cela ne suffit pas. Si nous voulons réussir, nous devons, définir ceci comme une vraie priorité. Ça veut dire de choisir de ne pas investir dans d'autres choses importantes et ce sera délicat de faire ces choix. Si nous regardons au sud de nos frontières, du côté des États-Unis, les États-Unis investissent également massivement, massivement
dans les transitions énergétiques. Ici, nous parlons d'un investissement de milliards de dollars pour la transition énergétique et de résilience au changement climatique. À titre d'exemple, ils ont un projet de 50 milliards pour protéger les communautés contre les sécheresses, les inondations, les feux, etc., pour que les infrastructures puissent résister aux impacts des événements extrêmes climatiques. En Europe, de mon point de vue, il y a plus de réglementation sur les questions liées au changement climatique. Aux États-Unis, ils ont plus d'argent, ils ont les sous. Donc le Canada doit être créatif, trouver son chemin entre les deux. Donc ceci me conduit où ma dernière casquette, le PDG du port de Québec, et vous parlez de quelques initiatives du port. Mais avant cela, je voudrais vous dire que nous ne sommes pas un très grand port. Si vous on s'en tire très bien, on est fiers de nos des prix que nous avons reçus, du prix que nous avons reçu, mais lorsque nous comparons aux grands joueurs, hein, on reste assez modeste. C'est avec beaucoup d'humilité que je vais partager ces informations avec vous. Je vais commencer comme je le fais en permanence pour vous dire que c'est important de souvenir que le transport maritime et bien sûr, c'est le mode de transport le plus efficient en termes d'empreinte carbone. L'activité du port et de ses utilisateurs gère 62 000 tonnes de gaz à effet de serre à l'année, ce qui représente 0,8% des gaz à effet de serre dans la province du Québec et moins de 2% de ces gaz à effet de serre de la ville de Québec. Et plus de 80% de ces émissions sont émises par des bateaux qui sont à quai. Donc, en dépit de cela, nous savons qu'il y a nous avons un rôle à jouer comme leader industriel et nous avons plusieurs engagements et nous prenons de nombreuses initiatives de notamment pour l'environnement, la gouvernance sociale, les gaz à effet de serre, etc., et les plans d'action environnementale pour revenir à l'AIVP, qui est le résultat de plusieurs consultations avec nos parties prenantes internes et externes, y compris les communautés. Ce plan que nous avons élaboré pour 2024-28 et repose sur 4 piliers: l'environnement, la biodiversité, résilience climatique et décarbonation, employés et communautés, et enfin, et le leadership ESG. Par exemple, concernant l'environnement, la biodiversité, nous avons travaillé avec les communautés locales, des groupes environnementaux, pour un plan très ambitieux, avec 4 objectifs principaux: réduire les émissions de carbone du port, améliorer la qualité de l'air, réduire les îlots urbains de chaleur et végétaliser le port. Et bien sûr, la résilience, par exemple, pour la résilience climatique et la décarbonation, nous voulons réduire les gaz à effet de serre, la contamination de l'air pour par les navires en mettant en œuvre la technologie de l'alimentation à quai. Au Canada, nous avons 3 ports équipés, donc avec l'électricité au sol, Montréal, Vancouver et Halifax, et Québec y travaille. Mais comme vous le savez, le coût est extrêmement élevé. Simplement pour 3 positions à quai, c'est plus de 50 millions de dollars canadiens, donc nous devons y arriver avec l'aide du gouvernement. Le troisième pilier, les employés et les communautés, nous avons créé un fonds dédié à l'initiative communauté et urbaine. Nous avons également un grand projet, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais ce qu'on appelle ici, c'est en lien avec l'économie bleue. 250 millions de dollars de projet avec la ville de Québec, on appelle ça le carrefour de l'eau. Euh, euh, un grand projet avec la communauté et, et, et nous voulons soutenir entre 2 et 4 initiatives innovantes chaque année. Pour cela, nous avons créé ce que l'on appelle en français le phare, hein, de Lighthouse ou de Light Tower. L'idée, c'est d'ouvrir la zone portuaire aux écosystèmes innovants de Québec en travaillant dans le domaine des technologies vertes pour développer de nouvelles solutions, pour améliorer la manutention, etc., tout ce qui se fait au port. Nous réussissons beaucoup avec le phare.
la première initiative concernant la gestion du bruit, la réduction du bruit. Donc nous avons lancé une équipe, avec toutes les expertises pour traiter ces questions, les universités, les centres de recherche, des gens, des communautés, et nous avons pu lever 1,5 million de dollars pour améliorer nos résultats dans ce domaine. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres initiatives en cours avec le phare. Il y a le par exemple, être certain que les gens puissent, se baigner dans le fleuve, par exemple. Voilà, beaucoup d'autres initiatives, et c'est un grand outil pour nous, la relation avec nos communautés depuis nous ce que la montre que nous faisons attention et que nous voulons être plus qu'une sim et on veut faire plus que simplement répondre aux normes et aux exigences. En conclusion, je dis souvent que si je devais construire une nouvelle ville de zéro, je ce serait une je vais commencer avec un port. Les ports sont un outil incroyable. Les ports sont l'interface entre la mer et la terre, entre la ville et l'eau, et un accès au reste du monde. Donc, bien sûr, plus de 85 des villes les plus prospères du monde sont en fait des villes portuaires. Mais comme nous le savons également, au sein de l'AIVP, ceci implique une responsabilité, et je pense on peut le faire. Les ports ne sont pas essentiels pour le commerce et la création d'emplois. Nous faisons également partie des solutions. Nous sommes là pour développer de nouvelles technologies et pour accélérer la découverte de solutions pour les grands défis auxquels nous sommes confrontés. Et bien sûr, avec l'aide de nos gouvernements qui doivent comprendre qu'investir dans les ports peut certainement donner un retour sur investissement remarquable, en accord avec ce que les citoyens veulent, lorsque le port est impliqué dans la mise en œuvre des meilleures pratiques telles que l'agenda de l'AIVP 2023, qui comprend notamment la mobilisation des citoyens dans l'ensemble des processus. Parfois, me dis que ce deviendrait une conversation difficile entre les gouvernements, les communautés, le secteur privé, mais il faut continuer, et ceci doit faire partie de la déclaration de Lisbonne. Merci à tous. Merci beaucoup, Mario. Je relèverai déjà un certain nombre d'idées qui peuvent être des idées relativement simples, mais je voudrais qu'on se mette bien tous d'accord. Cette déclaration de Lisbonne, elle va s'adresser aux Nations Unies, elle va s'adresser à une communauté qui est très très large. Et même si Mario vient de souligner comme quoi, effectivement, les 85% des villes les plus prospères du monde sont des villes portuaires, il faut avoir conscience que beaucoup de nos décideurs n'ont pas encore cela en tête. Pour beaucoup de nos décideurs, les villes portuaires restent des villes comme les autres. Et notre premier combat, ça doit être de faire reconnaître ces spécificités. Mario l'a souligné, les défis sont globaux, mais énormément d'initiatives et de réussites sont locales. Bien sûr, ça demande des moyens. On en reparlera tout à l'heure. On a vu les moyens mis sur la table par les États-Unis. Ça demande des idées. Ça demande aussi, et j'y reviendrai peut-être, à bien expliquer et à valoriser et à étendre le transport maritime. Le transport maritime reste aujourd'hui le transport le plus vertueux. L'économie est monde. Il y aura peut-être dans un futur assez proche des mouvements de relocalisation de production, mais l'économie restera mondiale. Les échanges resteront un moteur primordial pour l'humanité. Et donc, il y a sans doute des réflexions à avoir sur comment le transport maritime peut peut-être s'étendre davantage ou être mieux utilisé. Et donc, on a vu dans ce premier exposé, je ferai une transition vers Lisbonne, comme quoi l'innovation et le partage d'idées étaient aussi au cœur des réussites du changement. Le changement, ce n'est pas seulement des évolutions techniques, c'est aussi des évolutions de comportement. Et toutes les innovations sont bonnes à prendre, tous les dialogues avec les communautés sont bons à prendre. L'innovation, justement, à Lisbonne, Isabelle, c'est une des forces, avec beaucoup d'initiatives, notamment autour de l'économie bleue, dont Mario a dit un mot. Et je pense qu'effectivement, ce défi de la transition écologique, ce défi du quai ouvert à tous, c'est aussi pour Lisbonne et pour la multitude d'entreprises qui travaillent à imaginer des solutions de demain très, très important. Et je te passe la parole pour un peu nous présenter cet écosystème et les différentes initiatives qui sont au cœur, le long du Tage,
et que nous découvrirons au mois de novembre prochain. C'est à toi, Isabelle. Merci beaucoup. Bonjour, je m'adresse à vous en anglais maintenant. Excusez-moi, je vais connecter mon écran. Je vais partager mon écran, pardon. C'est bon? Yes. Merci pour cette aimable invitation. Vous attends avec impatience à Lisbonne en novembre. Il s'agit d'un bon le temps est bien choisi pour expliquer ce que le port de Lisbonne, fait en termes d'initiatives pour être en conformité avec les contributions de l'AIVP et de l'agenda des Nations unies. Avant de commencer, je souhaite vous faire part de ce que, mes réflexions avant cette invitation. Nous pouvons faire part de certaines des initiatives que nous avons lancées. Nous parlons de plan de reconnexion. Depuis 2 ans, nous devons suivre ce plan pour être en pour nous reconnecter avec la population. J'ai entendu Mario Girard qui parlait. Nous vivons une période d'accélération de la décarbonation, de la transition énergétique et ceci met beaucoup plus de pression, sur le port urbain de Lisbonne et nous avons décidé de revenir dans l'histoire de Lisbonne pour, rapprocher nos citoyens. D'abord, nous avons conçu 5 objectifs. Nous allons il y en a 3 qui vont travailler sur le développement d'économie bleue avec, le développement de clusters internationaux. Nous voulons développer un grand programme pour un port vert, intelligent et résilient et bien sûr et renforcer également la durabilité dans la relation du port avec les communautés. Je voudrais ajouter, la le port a une relation non seulement avec la ville de Lisbonne, mais également avec beaucoup plus de villes parce qu'il y a le fleuve Tage et nous avons la rive nord du Tage et la rive sud du Tage et donc nous avons des relations avec 11 villes et nous devons gérer l'ensemble de ces communautés, de ces 11 villes et certaines avec différents types d'utilisation, mais ceci nous pose des défis et il faut réfléchir à plusieurs approches. Mais je vais me concentrer sur quelques-uns des points, qui justifient notre discussion. Qu'est-ce que le port de Lisbonne a por fait pour se rapprocher de la ville? Le port il y a quelques années, a décidé de revenir sur des archives historiques. Lisbonne, comme vous savez, a été la capitale, heu, européenne des une capitale européenne et ceci explique l'historique du port de Lisbonne. Depuis que nous avons un mode de gouvernance ensemble avec le port de Setúbal au sud, au sud de Lisbonne, qui est l'un des qui sera pour lequel que nous irons visiter le samedi, hein, le jour de loisir. Nous pourrons visiter avec le port de Lisbonne et Setúbal, nous sommes organisés, nous avons des archives historiques sur la rive sud du Tage, il y a la ville des archives. La ville de Bahok est au sud, donc on l'appelle la ville des archives historiques et nous avons décidé là d'y mettre les archives, l'ensemble des histoires
de Lisbonne et de ses ports physiquement et numérisons l'ensemble des documents, mais nous c'est un travail en cours bien entendu et nous voulons lancer des éditions que nous lançons tous les années qui nous disent une partie de l'histoire de chacune de ces ports. Chaque année, nous lançons une part de l'histoire du port de Lisbonne et également du port de Setúbal. Et nous avons ces éditions en bibliothèque et, nous, travaillons avec les universitaires et nous invitons des universitaires à des ateliers pour expliquer notre histoire. Nous parlons ici d'un monument physique dont nous disposons mais également, heu, des archives numériques et vous êtes tous invités à les, visiter. C'est tout à fait intéressant. L'année dernière, nous avons décidé de de parler de la mémoire des réfugiés qui sont passés par le port de Lisbonne. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Lisbonne était le le port de fuite pour beaucoup d'artistes, de réfugiés qui venaient d'Europe et ils allaient de Lisbonne aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Ce Et bien sûr, ceci conduit à beaucoup d'émotions, de mémoire, de patrimoine et nous avons décidé de travailler avec des journaux, un journal numérique local qui s'appelle Messager et on a décidé d'inviter des artistes portugais, un artiste portugais très connu qui s'appelle Will, pour faire une fresque murale qui va raconter l'histoire du port de Lisbonne comme, lieu de fuite des Juifs européens et nous avons décidé avec les communautés portuaires qui sont également, qui travaillent à cette mémoire et à cet anniversaire, de nous rapprocher de la mémoire de cette période difficile où, à l'époque où laquelle le Lisbonne était le port de l'espoir et vous pouvez voir à partir de ces fresques qu'ils ont utilisé des photos des réfugiés, prises par les réfugiés et il a fait un travail pendant un mois pour préparer tout ceci sur un bâtiment, un vieux bâtiment. C'était un dispensaire du port à l'époque et nous avons utilisé ce bâtiment et nous avons décidé de mettre une fresque qui est, en mémoire de tous les réfugiés qui partaient en Amérique ou ailleurs ou en Amérique du Sud. Nous l'appelons ça le quai de l'Europe. C'est le projet ne s'arrêtera pas là. Nous avons beaucoup d'histoires maintenant et de contacts qui qui soulèvent beaucoup d'intérêt au niveau des communautés, des citoyens, des universitaires. Vous pouvez voir que sur la droite, nous avons également lancé élaboré un documentaire par un jeune réalisateur qui qui a fait un superbe documentaire sur cette histoire, l'histoire de Lisbonne comme le quai de l'Europe et le quai de l'espoir et de la fuite pour beaucoup de réfugiés. À des moments de guerre, il s'agissait là d'un énorme événement très émotionnel, émouvant pour le maire, pour les citoyens. Ça a été un grand moment mais surtout, nous avons maintenant la mémoire du port à cette époque et nous voulons utiliser ce ces moments pour parler de l'histoire et des événements, heu, pour me connecter avec les gens, avec les citoyens et avec les touristes et les passagers qui visitent le port. Ensuite, nous avons décidé de
postulé. Nous aurait faire partie du World Monument Watch de 2022 pour, financer un projet qui s'appelle la restauration de toutes les fresques murales. Heu, c'est le mur de les fresques de Almada Negreiros. C'est un très, connu au Portugal et au plan international, pour les artistes et les universitaires. Il y a beaucoup de mémoires et d'art au Portugal, mais en fait, sont des fresques qui n'avaient jamais été ouvertes sur la ville parce que ces fresques étaient ouvertes essentiellement dans les zones maritimes du port et les zones et pour, les voir de façon pour les autres visiteurs, mais ce n'était pas ouvert aux gens en général. Ce sont des Nous avons décidé de postuler pour, être, pour, bé obtenir des fonds du Fonds mondial des monuments, le World Monument Fund et bien sûr nous et maintenant, ce travail est en cours, c'est un travail en cours. Nous travaillons avec les universitaires, avec certains des meilleurs experts de la restauration d'Italie notamment et également avec les familles de Almada Negreiros. Ce qu'est l'objectif? Bon, c'est d'abord préservation du patrimoine, bien entendu, hein, bien sûr l'histoire, mais surtout notre idée, c'est d'ouvrir le port à la population et à la ville et ceci a conduit à une requalification urbaine. Voici ici sur ces images, c'est nous avons c'est là où nous aurons le cocktail dans la station maritime de vous pourrez voir les fresques et vous aurez les explications sur les fresques et le travail que nous faisons. À droite, vous avez la station maritime de Rocha Conde d'Óbidos. Donc, elles ont été construites dans les années 40. C'était les ports, elles ont été commandées par Salazar, mais il a commandé la fresque, pour peindre il y a eu une commande de peinture des fresques et vous verrez que ce que vous verrez, j'espère, c'est que Armada a décidé de de ne pas faire tout ce qu'on lui avait demandé de faire et de ce point de vue, c'est tout à fait intéressant de voir le regard d'Armada. C'est également le regard de l'histoire du port, son histoire du port et de ce point de vue, nous avons décidé de signer un accord un compromis avec, un centre de d'in de, d'initiative et d'ouverture de ces fresques et sur la zone du port, dans la zone principale du port, pardon, hein, pour l'interprétation de ces fresques. Si vous voyez que les images, c'est une photo du port dans les années 40 et à droite, c'est les peintures qui ont été faites par Almada et vous pouvez voir que ceci et il y a un lien et donc nous avons décidé ensemble avec la municipalité de Lisbonne et l'association touristique de Lisbonne que de construire les travaux sont en cours, vous les verrez de faire un port center, mais à 2 dimensions. Une qui raconte l'histoire de la période, donc comment Almada, comment il était au moment des peintures et également une dimension unique de l'utilisation des stations maritimes et du port de Lisbonne, en regardant dans le passé du port et bien sûr, en nous tournant vers le futur. Et bien sûr, avec cette idée, nous avons décidé également de faire une requalification de la promenade, hein, que vous verrez dans le quartier Alcantara pour,
nous voulons améliorer la qualité de la vie. Donc, il y a beaucoup de villes, il y a une marina, nous avons des bars, nous avons des services d'inspection, nous avons les douanes, tout le monde est là. Et donc, c'est une grande partie du partie intégrante du port. On a décidé de requalifier toute cette zone de la promenade Alcantara et ce travail va commencer l'année prochaine, pardon. Ensuite, une autre zone, on parle ici les zones de transformation des zones du port et de les rendre aux villes. Et donc, nous avons le campus océan. C'est une zone que je vous montre. Ça, c'est une projection, hein, et là, il y aura une fondation, un centre de conférence. Il y aura une longue Et l'ouverture de la conférence se fera dans ce campus-là de nos partenaires pour ce nouveau territoire bleu. Et ce sont des vieux docks, hein, des anciens docks, de la pêche, Et maintenant, ce que nous voulons faire, et nous avons déjà des investisseurs privés qui commencent à y travailler, mais nous aurons une zone pour mettre en œuvre des clusters économiques pour de la recherche, des laboratoires, des startups, des laboratoires partagés et également des zones nautiques de tourisme et de loisirs, 64 hectares qui regrouperont Lisbonne et une autre ville qui vont travailler ensemble. Et ce sont un modèle de commercial très intéressant, mais nous espérons que ceci deviendra une référence des meilleures pratiques dans le cas des ports maritimes, des ports et des villes maritimes. Nous avons décidé une autre dimension lorsque l'on veut investir dans le programme d'innovation d'économie bleue et de développement environnemental. Nous avons fait un programme ici avec un partenaire qui s'appelle Tagusinov et nous avons lancé la première édition ici en juin. Et essentiellement, nous allons travailler en 3 dimensions, ce qu'on appelle les dimensions verticales. D'abord, on va travailler sur les ports intelligents et verts, sur la mobilité et sur le loisir et le tourisme. Nous avons décidé de le loisir et le tourisme, ça a commencé en juin. Ensuite, nous aurons le bootcamp. La bonne nouvelle, c'est que nous avons à peu près 94, 94 hôtes pour cette édition. On a déjà fait notre choix pour certains qui peuvent apporter véritablement de la valeur au port et nous espérons qu'il y aura de nouvelles en novembre concernant ce nouveau, ce nouveau projet dans le port de Lisbonne. Ensuite, on a le projet que tous les ports ont aujourd'hui, à savoir d'ici 2030, à savoir, c'est un investissement en cours. Donc, pour l'alimentation électrique à quai, nous commençons avec les nouvelles sous-stations qui vont être liées à d'autres terminaux, le terminal container et le contournal. C'est un investissement très important qui est en cours et nous travaillons directement avec la ville de Lisbonne et avec des partenaires privés et avec les gouvernements pour être certain que nous pouvons répondre aux exigences de cet agenda, des objectifs de développement durable. Autre projet important, c'est ce qu'on appelle la surveillance intelligente du port. On doit suivre ce qui se passe dans le port de Lisbonne avec les grands navires et nous avons signé avec l'université de l'INS un nouveau protocole et qui va nous aider à faire le suivi intelligent du port. Et le dernier point, mais pas le moindre, à la fin
Le port, c'est la connexion avec les gens et depuis le début des plus grands festivals de musique au Portugal qui s'appelle Nos Alive et cette année, nous avons d'apporter notre soutien direct. On a toujours été soutenu ce festival, mais on a décidé d'être plus proche du public pour attirer le public et être plus proche des communautés de la jeunesse, de l'art et de la musique au Portugal. J'en ai terminé. J'espère que je vous reverrai tous bientôt à Lisbonne en novembre. Merci de votre attention. Merci beaucoup Isabelle. J'espère qu'effectivement tout ça aura donné goût à nos participants de nous rejoindre à Lisbonne parce qu'il y a énormément, comme on l'a vu, de projets qui méritent visite et qui méritent d'apprendre sur place. Je ferai juste deux petites remarques. On a vu dans les deux exposés, pardon, comment la relation avec la communauté et comment l'axe Villeport était aujourd'hui des réels axes de développement pour des autorités portuaires. Ça nous paraît relativement évident, mais je vous demande juste un petit effort de mémoire et vous rappeler la façon dont on raisonnait au début des années 2000 ou à la fin des années 90, et ce n'était vraiment pas, on n'en était vraiment pas là. Donc, en tant que directeur général de l'AIVP, je peux que m'en réjouir. On voit aussi comment à Lisbonne, l'identité maritime peut être utilisée comme un outil de dialogue citoyen et comme un moyen de rétablir une relation, de parler de reconnexion, comme l'a dit Isabelle. Et là aussi, c'est quelque chose de très important et qui pourrait aller, qui pose des questions, y compris peut-être financières. Aujourd'hui, que ce soit les larges actions du port de Québec en faveur de la biodiversité, ou que ce soit tout ce programme culturel que développe le port de Lisbonne, qu'on le veuille ou non, dans un plan comptable de port, ce sont des dépenses. Or, ces actions contribuent au bien commun des populations, contribuent au bien-être de ses habitants, et on pourrait se demander si un jour, ces actions ne pourraient pas aussi être valorisées différemment d'un point de vue comptable par les autorités portuaires. Ça pose des questions de fond sur le rôle des ports dans la société de demain. Et avant d'en venir à la déclaration de Lisbonne, Mario, je voulais te faire réagir sur ce que tu viens d'entendre de la part de Lisbonne. Comment, effectivement, toi, autorité portuaire aujourd'hui, tu arrives à fédérer? C'est-à-dire que, effectivement, vous avez ressenti ce besoin de travailler plus fort avec les communautés, mais comment vous faites aujourd'hui ce travail pas seul? Comment vous n'êtes pas seulement dans vos coins, mais comment effectivement vous agissez comme un catalyseur, comme quelqu'un qui va emmener les énergies du territoire? Bruno, définitivement, les challenges dans lesquels on vit actuellement là, requièrent véritablement une réponse coordonnée avec l'ensemble des acteurs. Pour nous, là, tu l'as dit, Bruno, c'est vraiment rendu une chose qui est comme évidente. Il faut travailler avec les différents joueurs, que ce soit les groupes environnementaux, les groupes, les académies, les universités, les entreprises privées, les citoyens. Nous, il y a déjà, tu parlais d'un changement, il y a déjà 10 ans, on a créé le fameux comité de cohabitation qui amenait en fait tous ces acteurs-là autour de la table pour essayer de développer une approche harmonieuse. Et je dois vous dire que ces meetings-là qui sont très animés en passant de différents points de vue, c'est vraiment pas du rubber stamping, comme on dit. Là, on y va vraiment avec une ouverture assez totale. Donc, mais c'est véritablement une source d'information qui nous a permis de progresser de façon importante au niveau de nos relations avec la communauté. On travaille beaucoup avec la Ville de Québec. C'est la ville, en fait, un port et sa ville, c'est la mission même de l'AIVP, doivent travailler ensemble. C'est pratiquement, moi j'ai souvent dit lorsque je suis arrivé ici que la cour arrière du port de Québec, et c'est aussi la cour avant des citoyens de la ville. Alors, il ne faut jamais oublier ça. Donc, ce lien-là, cet endroit-là est extrêmement précieux pour les citoyens et il faut savoir le développer. Je pourrais vous rappeler ici qu'on a déjà pris, pour ceux qui sont déjà venus à Québec, les autres, je vous y invite. Isabelle t'a montré des extraordinaires exemples. Ça donne vraiment le goût d'aller à Lisbonne. Merci. Mais on a aussi développé ici, par exemple, une promenade de plusieurs kilomètres qui a obligé pendant plusieurs mois, voire même quelques années, de fermer un rail de chemin de fer du port pour
pour être capable de développer tout le waterfront qui est maintenant extraordinaire, qui est merveilleux à Québec. Mais imaginez, il a fallu travailler avec tout le monde pour arriver à un projet comme ça. On a besoin aussi des compagnies privées. On a besoin du côté innovation pour être capable en fait, d'affronter ces fameux défis-là du futur. Et nécessairement, il faut arriver à impliquer les citoyens. C'est fondamental pour moi. Aujourd'hui, on ne peut même plus dire en partie impliquer les citoyens. Il faut que les citoyens soient véritablement partie prenante de toutes les démarches en amont le plus possible. On n'est pas parfait. On fait encore de l'apprentissage. Il y a des moments où on a développé plein de choses de ce côté-là. On a développé des nouveaux outils, des groupes avec, on s'en va on appelle ça des tables de bon voisinage. On s'en va directement dans les voisinages, rencontrer les citoyens. On fait des groupes de travail où est-ce qu'on invite les citoyens à venir ici pour nous aider à partager ce qu'ils verraient, ce qu'ils voudraient voir du port de Québec. Travailler avec la communauté, pour moi, Bruno, c'est vraiment rendu un incontournable. Les gens sont de plus en plus exigeants, ils sont de plus en plus éduqués, ils veulent avoir une voix, en fait, dans toute la conception du port de demain. On leur dit, nous, que le port de Québec, c'est pas juste le port, c'est le port aussi de la communauté. Donc, on est convaincus ici que pour tous ces challenges-là, ces défis-là auxquels on fait face, l'approche qui implique la communauté doit même aller encore d'une façon, juste en terminant, vous dire qu'ici, on a maintenant, on a créé en fait, des espaces portuaires de Québec, un peu dans l'esprit de ce qu'Isabelle a présenté. Donc, c'est des espaces virtuels, c'est plein d'initiatives qui ressemblent un peu à ce qu'on appelle dans la IVP les port centers, je dirais un peu réinventés. Mais ici, on a 3 personnes à temps plein qui ne font que ça. Donc, c'est développer, travailler à l'innovation sociale, à voir comment on pourrait améliorer la situation avec la communauté. Et ça, vraiment, c'est un des meilleurs investissements qu'on a pu faire au Port de Québec. Là. Ça donne véritablement de très bons résultats. On a créé une vice-présidence développement durable avec des personnes qui sont responsables, exclusivement responsables, chargées de la transition énergétique. Écoute, il y a 12 ans, Bruno, tu parlais de ça. On est vraiment ailleurs. C'est court, 12 ans, dans l'histoire d'un port quand on y pense. Mais les changements qui ont été apportés depuis ces années-là, c'est une tendance qui est très lourde et ça démontre à quel point vraiment on est ailleurs dans le monde d'aujourd'hui en termes de relations avec la communauté. Merci beaucoup, Mario. Je surveille aussi le temps hein, parce que nous devons clore ce webinaire d'ici une dizaine de minutes. Donc, je voudrais juste dire quelques mots par rapport à la conférence UNOC 3, donc conférence pour les océans des Nations Unies qui va se tenir en juin 25. Cette conférence, elle aura pour thème central l'adaptation des villes côtières au changement climatique et notamment comment les adapter à l'élévation du niveau des mers. Et on a vu ces derniers jours les chiffres assez alarmistes qu'ont publié les Nations Unies. Elle doit déboucher, cette conférence, sur la création d'une grande coalition mondiale, coalition auquel les Nations Unies, d'une façon ou d'une autre, essaieront de donner des moyens pour aller dans 3 directions: augmenter la recherche fondamentale, apporter des nouveaux outils financiers et puis essayer d'aider le plus possible localement. Et donc, nous devons nous inscrire et inscrire cette conférence dans ce mouvement. Nous devons montrer que ces villes portuaires, et on est en train de le faire aujourd'hui, sont des villes côtières particulières, sont des villes côtières qui sont stratégiques. C'est là tout notre enjeu, de façon à ce que dans cette coalition, la IVP et les villes portuaires aient une visibilité particulière. Donc, c'est en ce sens qu'on essaiera de vous soumettre dans les prochaines semaines des premiers éléments pour une déclaration, mais je pense qu'il faut que ça soit relativement simple et je donnerai par exemple 3 pistes de réflexion possibles. Mario l'a répété au début de ses propos, il est très important de montrer comment l'initiative locale et la gouvernance ville, port, citoyen apportent aujourd'hui des solutions. C'est fondamental. Nous voyons que nous changeons, nous voyons que les résultats sont là, il faut accélérer et il faut lâcher les brides, je dirais, localement. Nous devons aussi, j'en ai dit un mot, rappeler que le transport maritime a un rôle à jouer. OK, aujourd'hui, le transport maritime représente 3% des émissions à effet de serre. Des trajectoires ont été fixées par l'OMI pour ramener ces chiffres d'une façon drastique à horizon 2050. Il y a possibilité d'étendre ce transport maritime. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une concentration de flux qui vont se positionner sur des points névralgiques du territoire,
des côtes avec les problèmes de conjection que cela peut poser. Il faut se poser la question de comment nous pouvons redistribuer davantage par le maritime et comment le maritime peut arroser, peut desservir d'une façon beaucoup plus diffuse les territoires par les côtes. Et c'est tout l'enjeu du transport maritime à courte distance qui, à mon avis, doit être remis sur la table, même s'il y a quelques années, certains ont vu dans ces solutions des échecs. Et puis voilà, il y a des innovations techniques, on en a vu beaucoup à Lisbonne, mais aussi des innovations comportementales. Il faut que les gens changent, nous devons changer d'approche. C'est très, très important. Et je pense qu'autour de ces idées, il y a moyen pour les villes portuaires d'apporter des solutions et de montrer le savoir-faire. Mais si on veut que cette déclaration porte ses fruits, il faut aussi que les villes portuaires s'engagent. Et les villes portuaires s'engagent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nous continuions à montrer nos savoir-faire pour convaincre. Nous devons continuer à montrer nos bonnes pratiques. Nous le ferons à Lisbonne, mais nous avons l'intention aussi de le faire à Nice. Et nous avons l'intention de le faire à Nice devant la communauté des Nations Unies, mais aussi devant des communautés d'investisseurs pour les convaincre que les villes portuaires, que la rénovation, l'enjeu ville-port, c'est un enjeu qui mérite des investissements, y compris des investissements privés. Nous devons nous engager à continuer, comme l'a dit Mario, dans la transparence sur nos résultats et que nous obtenons en matière de développement durable. C'est fondamental. La EVP a développé pour ça des outils autour de son agenda 2030. Je pense que les villes portuaires doivent s'en saisir davantage et montrer, ne pas hésiter à s'auto-évaluer, ne pas hésiter à montrer leur progrès. Nous devons aller dans ce sens. Si nous restons dans notre coin, si nous ne publions pas nos résultats, si nous ne montrons pas que nous faisons des choses, nous n'y arriverons pas. Et enfin, il faut continuer de former les équipes dirigeantes. Nous avons ici effectivement 2 décideurs portuaires qui ont très bien pris conscience des enjeux. Mais il faut aller plus loin. Il faut qu'à tous les étages, effectivement, des collectivités locales comme des autorités portuaires, cette notion de ville portuaire durable soit diffusée. Et pour ça aussi, il y a des programmes de formation, on pourrait y revenir. Voilà. Et je pense que la déclaration de Lisbonne, elle doit être, bien sûr, elle est là pour demander des choses, mais nous les obtiendrons si nous arrivons à prouver aussi ce que nous sommes déjà capables de faire. Voilà, je vais en finir là pour laisser quelques minutes à José pour essayer de nous balayer rapidement un peu comment va se dérouler cette conférence, en espérant bien sûr vous y accueillir en plus grand nombre. José, je te passe la parole. Merci Bruno, merci. Il me reste 5 minutes pour présenter cette conférence. Ce n'est pas facile, mais je vais rapidement partager mon écran pour vous donner une idée de ce que nous allons faire à Lisbonne. Merci. Comme vous le savez, l'AIVP organise la conférence mondiale tous les ans, City et Ville, et donc c'est la réunion de l'ensemble des leaders des villes portuaires du monde pour partager leurs bonnes pratiques et voir et discuter des défis que toutes nos entités doivent relever. Nous allons nous rencontrer en novembre, du 27 au 29 novembre, avec une journée supplémentaire de visite. Comme je l'ai dit, nous faisons ceci en coopération avec le port de Lisbonne. Nous, vous allons, nous avons eu une conférence là il y a 20 ans. Nous allons découvrir beaucoup des projets que Isabelle vient de nous montrer et nous allons découvrir cette région comme un centre de l'innovation de l'économie bleue et de la logistique. Lisbonne est connue pour des raisons touristiques, mais il y a plus que cela. Le principal titre, c'est quai ouvert, c'est-à-dire pour diriger les flux entre les peuples, la planète et les villes portuaires. On a choisi l'approche de la perception des ports, des villes et des citoyens. Ces ports s'ouvrent, mais ça reste encore des portes euh, essentielles pour guider les flux de toute nature, donc qui interviennent dans ces villes portuaires. Et il s'agit d'une conférence importante pour nous parce que ça serait la première édition du prix Antoine Ruffnac. Nous avons déjà quelques projets qui sont en application,
Nous allons parler d'abord des bonnes pratiques. Nous allons apprendre sur des projets qui sont déjà, un peu sur des sujets comme la transition, l'utilisation partagée des eaux sur les rivières avec disons des groupes de travail. Oui, des développeurs et bien entendu, comme Bruno l'a dit, ceci est en lien avec, la conférence des Nations unies qui se tenue à Lisbonne en 22 et qui se tiendra l'année prochaine à Nice en 25. Le programme, parce que je pense que c'est la clé que tout le monde veut, voir donc le jeudi, le je le m mardi, nous aurons un cocktail de bienvenue. Le mercredi, nous aurons l'assemblée générale le matin. Nous devrons travailler, il faudra se lever tôt, hein, pour information. Ensuite, nous aurons l'ouverture officielle à 11h du matin avec les autorités locales, suivie par une présentation par notre président. L'après-midi, nous aurons 3 ateliers, croisière et mobilité, culture et gouvernance et l'interface City-Port et le climat. Et donc, ceci tiendra dans la station dont on parlait et nous aurons également une session sur l'interface ville-port et le changement climatique. Il faut bien comprendre que cette conférence ce n'est pas simplement de s'approcher d'une s de nous voulons avoir ces sessions dans différents endroits. Par exemple, la croisière mobilité se fera dans le terminal de croisière que Isabelle nous a montré également. À la fin de la journée, il y aura la cérémonie de remise du prix Antoine Ruffnac et un cocktail. Deuxième jour, nous aurons 3 un débat le matin, une déclaration. Et l'après-midi, encore une fois, il y aura 3 sessions sur l'environnement, la biodiversité, l'économie bleue et l'innovation, dans la fondation où et ce sera très proche de le prochain campus de l'océan et nous aurons également un autre concentré sur la transition énergétique et tous les défis et nous aurons le dîner de gala, donc ce sera un programme chargé. Dernier jour de la conférence, nous aurons encore une fois 3 tables rondes le matin suivies par un débat sur le Villeport l'après-midi et nous aurons le retour des rapporteurs et nous aurons une visite du port à la fin de la journée. Enfin, le samedi, nous ferons notre visite technique et c'est un jour spécial parce que nous allons pas rester à Lisbonne, nous allons aller chez Setúbal, qui est encore un autre port, dans la région du Grand Lisbonne et avec un profil logistique très différent, plus petite échelle. La ville est plus petite, elle est spécialisée sur d'autres cargos et heu et on aura les chantiers maritimes, on reviendra à Lisbonne. Mais on va on traversera le Tage avec un nouveau ferry électrique, et on va, donc traverser le Tage sur un nouveau ferry. Rapidement, où nous allons nous retrouver. Nous serons d'abord dans le centre Champalimau. Encore une fois, c'est une nouvelle combinaison de sites qui se trouve sur le front de mer et c'est également un zone clé pour comprendre les changements donc et nous allons visiter ensuite des dans le terminal de croisière, donc un bâtiment moderne près du centre-ville. Nous aurons la session énergie transition dans l'ancienne, gare maritime sur le fleuve et bien sûr, donc on parlera de la culture et la gouvernance dans cette, ancienne station maritime on nous a parlé. Heu, voici au niveau des autres logistiques, nous avons des accords avec 2 hôtels spécifiques très proches de la zone où nous aurons notre conférence. Vous pouvez voir ici, donc je sais que c'est très proche, mais si vous voulez placer Lisbonne, la tour de Belém, c'est la principale référence, visuelle de Lisbonne et ici nous aurons
vous aurez la conférence à la Fondation Champalimaud et il y aura également, et tous les hôtels, vous voyez, sont tous en moyenne à 10 minutes de sites principaux. Les enregistrements sont déjà ouverts. Nous allons pouvoir partager plus d'informations sur cette session spécifique sur les orateurs dans les jours à venir. Donc, à l'heure actuelle, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous serons heureux de vous recevoir à Lisbonne. Nous voulons vraiment vous accueillir dans cette grande ville. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous serons heureux d'y répondre. Merci à tous. Merci Bruno. Merci à tous. Merci beaucoup José. On arrive au Mer- terme de ce webinaire. Vous avez compris les enjeux sont importants. C'est montrer notre capacité à se mobiliser, montrer nos savoir-faire, nos initiatives, nos innovations. Donc c'est important qu'à Lisbonne, toute la communauté internationale ville-port soit rassemblée. Donc mobilisez-vous, faites l'effort de rejoindre Lisbonne. Vous allez voir qu'on va être accueillis de façon fantastique. Affichons-nous ensemble devant les Nations Unies, montrant de quoi on est capable de faire. Et je pense on avancera ensemble plus vite, mais cette première phase de mobilisation, elle est primordiale pour notre crédibilité. Voilà, si nous ne sommes pas capables de nous mobiliser, nous ne serons pas écoutés par les Nations Unies 6 mois plus tard, et l'AIVP risque d'être noyé dans une grande coalition mondiale des villes côtières, mais sans que les ports y aient un rôle particulier à jouer. Je vous promets que ce message paraît simple, mais quand nous assistons aux réunions de préparation, c'est une évidence. Donc voilà, je ne peux que vous inciter à venir. On vous accueillera du mieux possible. Donc, comme vous le savez, toutes les inscriptions sont ouvertes et nous allons vous communiquer dans les jours, les semaines qui viennent, plus d'informations et vous associer à la préparation de cette déclaration. J'adresse un grand merci à Mario en tant que président du Port de Québec et vice-président de la IVP, à Isabelle qui nous a fait envie en nous montrant tous ces projets que vous pourrez découvrir sur place. Merci à José pour la présentation. Merci à toutes et à tous de vous être mobilisés aujourd'hui. Merci aux traducteurs de nous avoir toléré ces 3-4 minutes de retard. Merci pour le travail effectué. Je vous dis à très bientôt à Lisbonne. C'est vraiment un plaisir de travailler pour vous. Au revoir.